Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. On n'a pas fini de jaser des dissensions au sein de Québec solidaire. À peu près tout le monde avait écrit une lettre ouverte, sauf le principal concerné, Gabriel Nadeau-Dubois. On avait eu une sortie. Le moment est bien choisi pour lui. Ouais. Parce que c'est comme, il l'envoie donc mardi matin là, au lever du soleil. Donc c'est le début d'une semaine de 4 jours, mais une semaine cruciale qui mène à son congrès. Et qui part la semaine en plantant son drapeau. Oui, plantant son drapeau sans annoncer quoi que ce soit de nouveau, de révolutionnaire, mais vient préciser sa pensée. Quand on le dit comme ça, verbalement, en conférence de presse, c'est une chose. De l'écrire, de le coucher sur papier dans une lettre, c'en est une autre. Et là, c'est ce qu'il a décidé de faire. Ouais, en gros, que lui, il est pressé. Il y a une urgence de Québec solidaire de se positionner comme un parti de pouvoir. Et la manière qu'il l'amène, pas pour lui, pas le pouvoir pour Québec solidaire ou pour lui, Gabriel Nadeau-Dubois, mais pour régler les problèmes, la santé et l'éducation. Ouais. Ce qui est moins clair dans la lettre, exemple, sur la santé et l'éducation, est-ce que tu dis, OK, mais toi, si Québec solidaire était au pouvoir, réglerait les problèmes, il dit que les réseaux manquent d'amour. Oui. Bon. C'est dur à qualifier ou à quantifier l'amour. Hein? C'est un résumé aussi de... Parce que, tu sais, c'est quand même deux réseaux qui représentent, presque les 2/3 du budget du gouvernement, là, 60% du budget du gouvernement, qui coûtent une fortune, qui sont des réseaux gigantesques, où tous les partis se sont cassés les dents, qui sont devenus ingérables. Alors, de dire que ces réseaux manquent d'amour, puis si Québec solidaire arrivait au pouvoir, la santé, l'éducation, ça marcherait... C'est vite dit, là. C'est un raccourci. Tu dis, OK, mais comment, puis quoi? Mais bon, OK, je comprends ce qu'il veut dire. Parce qu'on se comprend, c'était pas une lettre de toute manière où il allait étayer toutes les solutions. Politique, c'est ça, c'était pas le programme politique, mais plutôt pour dire, selon lui, mais la gauche est en train de perdre des élections, la gauche, évidemment, sur le spectre politique, en train de perdre des élections partout dans le monde, puis il dit, il faut qu'on soit capable d'en gagner ici, la situation est pressante, urgente, c'est nous qui peut aller régler ces problèmes-là, tout en affirmant qu'il n'y a pas de recentrage de Québec solidaire, là, ce qui faisait peur à certains militants, certains membres. Mais, si t'enlèves tout ce qui fait peur au monde, tout ce qui fait peur au monde dans le programme, c'est tout ce qui est un petit peu radical. Genre nationaliser les banques. Ouais. Tu coupes tous les petits bouts radicaux dans ton programme, ben c'est pas mal ça, se recentrer. Puis là, le danger, puis il déteste cette question-là parce qu'il dit non, on va garder notre personnalité propre, mais mettons que t'es un parti souverainiste, mais que t'es plus socialiste. T'enlèves tout ce qui est trop socialiste, tu serais juste un parti social-démocrate. Un parti souverainiste social-démocrate. Tiens. Aux dernières nouvelles, il existe déjà. Il y en avait déjà un au Québec. Ça fait déjà un petit bout, même. C'est le PQ. Fait que là, la différence qui restera entre Québec solidaire et le PQ, c'est que Québec solidaire est multiculturaliste, puis le PQ, disons, est défenseur de l'identité, là. Oui. Sur des questions de langue ou de laïcité. Mais sur le reste, là, je veux dire, un Québec solidaire qui clairement se définit souverainiste, puis qui enlève les côtés plus radicaux de son programme, c'est un PQ multiculturaliste, mettons. Oui, mais en même temps, on comprend qu'on veut absolument accéder au pouvoir là, du côté de Québec solidaire parce qu'il s'est mis à reparler aussi mais des dossiers qui sont plus prioritaires, par exemple, dans l'esprit des Québécois. Là, le logement, le coût de la vie, parler du système de santé. C'est des thématiques qui reviennent, règle générale, en politique. Là. Parler d'environnement aussi, mais après ça... disons que ça ressemble à ce qu'on entend dans la politique plus classique. Man. Donc, on va voir ce qui va arriver en fin de semaine. Et ce matin, à LCN, il a quand même questionné là-dessus. Il a quand même joué pas mal la carte que c'est le tout pour le tout. C'est-à-dire que si ça passe pas, tout ça, si les membres mettent un frein à ce virage-là, c'est pas clair que Gabriel Nadeau-Dubois, pour combien de temps il est là encore. Ouais. Moi, je le déduis comme ça. En même temps, c'est ça, un pari risqué. Quand on brasse trop la cage, ça se peut qu'on se retrouve sur un siège éjectable. Fait que c'est la semaine, c'est pour ça que je dis, il partait la semaine comme ça, c'est la semaine cruciale parce que c'est en fin de semaine que les membres de Québec solidaire vont être réunis avec une nuance. Souvent, puis Marie Montpetit nous faisait remarquer ça tantôt dans notre segment politique, quand ça brasse beaucoup dans les 2-3 semaines avant un congrès de parti, c'est plus calme qu'on pense le congrès. Souvent, un congrès pète là, quand tu vois rien venir. Ouais, puis il y a une grogne cachée qui s'accumule. C'est un peu comme un feu là, dans le sous-bois là, que tu vois pas. Il y a plein de monde qui sont fâchés d'un truc. Il y en a un qui le dit au micro, puis là, soudainement... Paf, ça pète. Là, puis là, tu vois, puis là, le parti est pas prêt à faire face à la musique. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement eu de avant, puis de téléphones qui sont faits, puis de préparation, que peut-être que rendu sur le plancher, ça va être moins pire qu'on pense. Mais on sait pas. Savoir et comprendre
Tout savoir en 24 minutes. Toujours en politique québécoise, Québec solidaire avait quand même une victoire, du moins selon leurs affirmations, à célébrer. C'est vrai, je pense qu'on peut dire ça. Oui, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, de la Coalition Avenir Québec, qui s'apprêterait à déposer son propre projet de loi pour aller davantage protéger les locataires, puis particulièrement les aînés. Ce qui devient un peu cette espèce d'élargissement de la loi Françoise David que voulait Québec solidaire depuis un bon moment. Parce que je rappelle, Québec solidaire demandait à ce qu'on descende la loi pour mettre à 65 ans l'âge pour qu'une personne âgée ne puisse pas se faire évincer, tel que le prévoit la loi Françoise David. Diminuer l'âge puis diminuer la période aussi. Donc, plutôt que 10 ans dans le même logement, ça devient 5 ans. 5 ans dans le même logement. Donc, des personnes plus jeunes et qui sont dans le logement depuis moins longtemps seraient protégées contre toute éviction. Voilà, et là, la ministre Duranceau, elle veut aller encore plus loin, puis c'est pas clair encore comment ça va s'opérer, mais on veut essayer de protéger davantage les locataires tout court pour qu'on puisse passer au travers de la crise du logement. Elle parle d'une espèce de mesure temporaire qui permettrait de venir soulager, aider ou du moins suspendre l'éviction de certains locataires. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va s'exposer tout ça. Puis oui, Québec solidaire qui célébrait quand même son rôle dans l'opposition, qui était efficace là, pour en cette matière-là. Il y a des gens qui se demandent, ça sert à quoi les oppositions là, à l'Assemblée nationale? On en a comme un extrait ici. Là. Voilà. Tout savoir en 24 minutes. Politique fédérale maintenant, ça continue de grogner contre le président de la Chambre des communes, Mario Greg Fergus, qui est allé d'une autre bourde encore, qui continue de tester la patience et les limites la patience du parlementaire. Ça serait plus une bourde de son personnel que de lui-même. C'est ce qu'on dit, parce que, je rappelle les faits, là, il se retrouvait là, sur le site web du Parti libéral du Canada un message où on invitait les gens à venir participer à un barbecue où se trouverait Greg Fergus, parce qu'il est quand même le député, là, au-delà de son rôle de président, il est député d'une circonscription quand même dans le coin de Gatineau. Avant que tu continues, je vais expliquer aux gens ce qui est la règle générale. Parce que je sais que ça intrigue les gens. T'es président. T'es un des députés. Donc forcément, t'as été élu sous une bannière. À moins que ce soit un député indépendant président, mais je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc c'est toujours un député issu d'une bannière. Le plus souvent, c'est du gouvernement, mais c'est arrivé qu'il y ait un président qui vient de l'opposition officielle. T'sais, surtout si tu votes pour le président, des fois, il y a des députés de l'opposition officielle qui sont très populaires. Puis quand je dis populaire, là, vu comme très non partisan, un député qui est là depuis un certain temps, qui est vu comme respectueux de tous, respectueux du rôle, puis fait que tu sais, on va le voir le mettre président. Mais ce jour-là, le président ne peut plus faire de politique partisane. Voilà. Je m'explique. Il peut pas aller dans un congrès du parti, il peut pas faire des discours pour le parti, il peut pas aller comme conférencier. Il ne peut faire qu'une chose en politique partisane, c'est s'occuper de son comté. Oui, parce qu'il est encore élu, il est encore le représentant de la circonscription. Puis là, s'il veut être réélu, je te dirais les deux choses qu'il peut faire, c'est des réunions avec son exécutif local de comté, du parti, parce que là, eux, ça va être eux qui vont être l'organisation électorale pour le faire réélire, et des activités de financement, mais strictement locales. Voilà, donc un barbecue comme ça, dans sa circonscription. Donc ça, c'est légal, mais là où ça marche pas, c'est que comme il est le président, il faut qu'il garde ça à l'échelle locale, sans excès de partisanerie. Donc il peut avoir une petite partisanerie locale en disant « Moi, je suis le meilleur député, je m'occupe bien de vous, je suis un bon député pour le comté. » Mais là, c'est parce que sur le site Internet, pour inviter les gens, ils ont repris passe-moi l'expression anglaise, mais tout le bashing, tout le dénigrement contre Poilievre et tout ça. Voilà, c'est ce qui s'est retrouvé avec la publication. C'était des attaques contre Pierre Poilievre, contre les conservateurs. En ligne. Donc là, quand t'es en ligne, t'es comme plus vraiment dans le comté. T'es rendu comme avec des affaires du Parti libéral à l'échelle canadienne. Voilà, et donc c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, ça se retrouve être une publication directement partisane. On dit « Hey, venez voir Greg Fergus dans sa circonscription. En passant, vous savez ce qu'on pense des conservateurs? » C'est là que ça vient de franchir la limite. Le problème, c'est que c'est un des nombreux écarts plutôt que fait Greg Fergus dans les derniers temps, Mario, parce que il y a eu d'autres incidents comme ceux-là qui l'ont mis dans l'eau chaude. Il y a une fois qu'il s'est retrouvé dans un congrès libéral, il rendait hommage à quelqu'un. Mais là, cette fois-là, il était avec la toge dans le bureau du président, avec la toge de président, rendait hommage à un libéral pour une vidéo qui allait, cette vidéo-là, être diffusée dans le congrès libéral. Oui. Donc là, tu te dis, non, mais là, c'est-à-dire que tu utilises les bureaux, la toge, l'image présidentielle
pour que ça soit rediffusé dans un congrès libéral. Il s'est retrouvé ça, aussi ça se faisait pas du tout. Non, il s'est retrouvé aussi dans un cocktail militant au bénéfice d'une députée libérale quelques temps après avoir été élu. Interdit totalement. Là, pour la première qu'on a nommée en plus, là, la vidéo qu'il a pris dans son habit de fonction, il a reçu même une amende de 1 500 $ parce qu'il n'a pas le droit, absolument pas le droit de faire ça. L'amende, c'est parce que c'est le NPD qui avait imposé ça. Le NPD voulait sauver leur femme. Si le NPD veulent le garder comme président, parce qu'un peu comme dans l'alliance avec les libéraux, les libéraux supportent le président, le NPD supporte le président avec les libéraux. Mais là, cette fois-là, c'était trop gros. Fait qu'ils ont cherché une porte de sortie et qu'ils ont dit la tape ses doigts, on va lui faire payer une amende. Oui, 1 500 $. Moi, j'ai trouvé ça ridicule parce que la raison pour laquelle tu imposes toutes ces conditions-là au président, c'est pour sa crédibilité. Et tu comprends l'amende, là, je veux dire. Ben, une amende de 1 500 $ quand, alors, d'un autre côté, tu deviens président, tu gagnes une prime de 100 000 $. Ah oui, non. On se comprend que 1 500 $, c'est rien, là. Lui, il a fini gagnant de payer l'amende puis de garder sa job de président. Mais là, c'est ça. C'est une autre fois. Moi, sincèrement, j'essaie de repenser, j'ai jamais vu un président dans la controverse. Rarement dans la controverse. Dans la controverse, à répétition comme ça, pour non-respect, parce que je suppose, il me semble, en tout cas à Québec, là, ce qu'on m'a déjà expliqué, c'est que le président, dès qu'il est élu au trône, là, les hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale là, qui sont responsables un peu de la procédure parlementaire, il l'encadre tout de suite. Là. Ben oui, puis il l'épaule, puis il montre ce que tu peux faire, pas faire. Il explique exactement, là, il explique le cadre, là, voici. Vous êtes président, vous êtes le représentant de l'institution, là, vous pouvez pas aller des activités partisanes, puis je viens de l'expliquer en 2 minutes, là, c'est quand même pas si compliqué que ça. Là, dire, tu fais rien de partisan, sauf t'occuper localement de ton exécutif de comté. Puis en dehors de ton comté, tout est comme complètement neutre, t'appartiens à aucune formation politique. C'est assez simple. Mais lui, parce que t'es président, t'as à juger des situations tout le temps, puis tu fais des preuves de moi. Parce que dans le fond, dans le rôle du président, c'est de juger des situations, là, les droits de parole. L'autre jour, il a expulsé Pierre Poilievre. C'était un méga gros jugement. Puis tu fais preuve d'erreur de jugement à répétition dans un métier où c'est ton jugement que tu exerces. Ça marche pas pantoute, là. Actualité. C'est ce matin que le rapport est tombé, rapport qui avait été mandaté là, par l'ancien juge, là, plutôt de la bouche de l'ancien juge André Denis pour juger si, oui ou non, le Vatican devait mener une enquête sur le cardinal Cyprien Lacroix, là, Gérald Cyprien Lacroix, qui est visé par des allégations de nature sexuelle. Et là, c'est assez spécial ce qu'on a eu droit aujourd'hui, Mario, parce que au Vatican, on a envoyé là, un gros rapport de 66 pages, mais dans lequel on dit même, là, de la bouche de André Denis lui-même qui l'a écrit, que son rapport est incomplet. Parce qu'il dit il a voulu rencontrer la plaignante dans cette histoire-là, la femme qui s'est jointe à une action collective dans laquelle elle reproche des allégations sexuelles à Monseigneur Lacroix. Et là, n'a pas pu rentrer en contact avec elle. En fait, elle refuse catégoriquement là, de le voir. Voilà, refuse catégoriquement de le voir, ce qui fait en sorte que lui dit dans son rapport ne pas avoir relevé aucun écart de conduite, aucune allégation sexuelle dans la carrière de M. Lacroix, hormis l'accusation de la dame en question. Donc, il recommande qu'il n'y ait pas d'enquête de procès ouvert canonique, donc qui se ferait au Vatican, à l'égard de Monseigneur Lacroix. Par contre, c'est que d'un autre côté, et l'avocat qui pilote le processus là, d'action collective contre l'Église catholique, et des experts, là, comme Alain Pronkin, qu'on reçoit souvent ici, là, expert en affaires religieuses, eux sont d'un autre avis en disant que d'habitude, des plaignants ou des plaignantes qui sont devenus publics, là, qui ont décidé de parler, mais souvent se retrouvent victimes de pression intense là, de la part de l'Église catholique qui leur tombe dessus par la suite. Ce qui fait en sorte que c'est rare qu'on décide de parler comme ça. Donc, la plaignante, dans ce cas-ci, aurait bien fait selon certaines expertises. Mais ça fait quand même en sorte qu'on a Monseigneur Lacroix qui s'en tire comme ça, là, pour l'instant, du moins, jusqu'à l'action collective. Il n'y a pas d'enquête du côté du Vatican, puis on nous présente une enquête incomplète de la bouche même de celui qui a mené l'enquête. C'est spécial, tout de même. Oui, mais en même temps, c'est la seule conclusion possible pour lui, parce que lui, il a fait le tour. Il a, effectivement, là, dans le dossier de Gérald Cyprien Lacroix, parce que les curés qui ont fait des choses à répétition, à un moment donné, le dossier devient entaché. Il est passé dans telle paroisse, il a été envoyé d'urgence. Il n'y a rien dans la carrière de Gérald Cyprien Lacroix, aucune trace de ça, de mauvais comportement, rien du tout. Il y a un événement isolé, une fois, et lui, il en parle à Gérald Cyprien Lacroix, qui donne une version des faits. Il dit, il parle avec crédibilité, aplomb. C'est ça,
Puis de l'autre côté, t'as une victime qui dit « Moi, je refuse de vous parler ». Puis le juge dit « Essayez de toutes les façons à plusieurs reprises ». Donc lui, le juge à la retraite, il ne peut que conclure. Il peut pas mettre sur un pied d'égalité la crédibilité des versions. Là, il y en a une qui donne pas sa version, l'autre la donne, a accepté de participer, a répondu à toutes ces questions. Fait que ça devient la seule conclusion possible à ce moment-ci pour fermer son enquête. Mais comme on dit, d'une certaine façon, la victime choisit que elle se fout de l'enquête du point de vue canonique ou du point de vue de l'Église du Vatican. Donc, l'Église, et qu'elle elle repose totalement sa confiance sur la procédure civile, la procédure qui est en cours. Fait qu'il arrive ça, là. Ouais. Ça ferme l'enquête. Son non-témoignage ferme l'enquête du Vatican. Ce sera après ça l'enquête au civil à dévoiler. Au recours collectif de suivre son cours. On verra ce que ça C'est donne. ça qui arrive. Tout savoir en 24 minutes. Nouvelle de dernière heure, Mario, qui va peut-être décevoir des amateurs de musique et de chansons. Mario Pelcha dit devoir annuler 45 concerts. Là, c'est une nouvelle qui tombe et qu'elle a fait une bombe un peu, alors que Mario Pelcha avait invité là, des milliers de personnes qui devaient venir cet été pour 45 concerts dans son vignoble, parce qu'il possède un domaine avec sa femme, le domaine Pelcha, le maître Auger, et là, avait prévu 45 représentations, des gens qui venaient au vignoble, goûter du vin, de la nourriture, puis assister à un spectacle. Le problème, c'est que la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec refuse de lui donner un permis. Ils peuvent y aller, boire du vin, acheter du vin, jaser avec Mario Pelcha, mais pas l'écouter chanter. Mais il peut pas chanter. Voilà, c'est la conclusion qui a été rendue par le CPTAQ, donc, cette Commission pour la protection du territoire agricole du Québec, qui, semble-t-il, on a multiplié les démarches du côté de M. Pelcha, qui dit avoir présenté tous les documents, fait toutes les demandes en bonne et due forme, du moins selon sa version des faits, puis ça le fait refuser catégoriquement. Parce que lui, il a un permis, il est sur une terre agricole, il fait une activité agricole totalement, du vin, qui est complètement... Et donc, dans l'agrotourisme, il est permis de faire des dégustations, de la vente de produits, de faire visiter les installations, mais... Pas de spectacle. Il peut pas avoir une salle de spectacle. Tu te dis, mais voyons. Mais c'est voilà. lui, c'est sa salle. C'est vraiment une drôle d'histoire, Mario. En même temps, je comprendrais s'il disait, je vais déboiser 10% de mes, ou 15% de mes vignobles pour faire un auditorium gigantesque de 1000 places. Mais on comprendrait l'intervention. Là, ils disent, non, là, tu vas scraper du territoire agricole, mais là, l'installation est là. Tu comprends que c'est un magnifique vignoble avec un peu d'espace, mais c'est pas la salle symphonique, là. On se comprend, mais c'est spécial quand même, le Mario Pelcha qui dit maintenant qu'il doit rembourser 9 000 des 11 000 billets disponibles, donc qui avaient déjà été vendus, des gens qui venaient, oui, du Québec, mais du Nouveau-Brunswick, de la France aussi, le voir. Là, il dit qu'il y a 35 personnes qui devaient travailler sur le spectacle avec lui. Ils perdent leur emploi à ce moment-ci. Il dénonce aussi le fait que, il dit, dans d'autres vignobles, d'autres endroits, ils s'en donnent des spectacles. C'est juste que ce qu'on fait remarquer là, du côté de la Commission de la protection, on dit, on a juste 7 inspecteurs, nous autres, qui sont sur la route puis qui vont vérifier. On va juste où il y a des plaintes. Alors, il dit, s'il y a d'autres vignobles qui font des spectacles, si quelqu'un porte plainte, on va aller leur empêcher de faire ça. Mais sinon, on n'intervient pas. Et lui, quelqu'un porte plainte. Ça a l'air qu'une seule plainte aurait été portée du côté là, du vignoble de M. Pelcha, qui dit, lui assure que c'est pas ses voisins, qui a vérifié que c'est pas des plaintes de bruit, que c'est pas quoi que ce soit. Il comprend pas d'où vient la plainte, mais plainte il y a. Donc, 45 spectacles, c'est vraiment spécial, non, sincèrement. C'est surtout absurde, oui. C'est surtout ça. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Ce qui peut sembler absurde aussi, c'est ces répétitions là, de gens dans le milieu politique et dans le milieu civil qui critiquent l'autoroute 50, la A50, et qui malheureusement continuent de faucher des vies au Québec. On apprenait hier qu'un violent face-à-face est survenu sur l'autoroute 50 dans les Laurentides. Au départ, on parlait d'un décès, mais 2 personnes qui étaient grièvement blessées à l'hôpital. Finalement, malheureusement, les 2 autres ont succombé à leurs blessures et il s'agirait des 3 membres d'une même famille qui circulaient hier soir là, sur l'autoroute 50. Pour une raison inconnue, il y a une berline qui a dévié de sa voie. Mais c'est parce que c'est le problème, le danger des autoroutes incomplètes. Tu sais, mettons, une autoroute dans ma tête, c'est comme, mettons, la 20 ou la 4 voies séparées. Là. 2 voies d'un bord, 2 voies de l'autre, puis il y a un terre-plein entre les deux. Oui. C'est ça, une autoroute. Quand on a développé au Québec des autoroutes, c'est arrivé là, avec la 55 un bout de temps, c'est arrivé avec la 85 là, entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick un bout de temps. En fait, ça, c'est pas encore complété, c'est pas encore fini. C'est la 50 en Outaouais. C'est que là, t'as un bout de 4 voies, hop, là, tu reviens à 2 voies, ça rencontre. Un bout de 4 voies, tu reviens à 2 voies, ça rencontre.
Le conducteur distrait, puis c'est arrivé dans toutes les autoroutes que je viens de nommer, ces accidents-là sont arrivés. Tu sais, la personne distraite, là, elle était sur un 4 voies. Fait qu'elle dépassait, change de voie, pas de problème. Tout à coup, là, elle se pense encore sur un 4 voies. Mais elle est revenue sur un chemin qui rencontre, elle est revenue sur un 2 voies qui rencontre. Là. Ouais, fait qu'elle change de voie, elle se tasse à gauche, prête à dépasser, ben elle oublie que quelqu'un s'en vient potentiellement en face. Voilà, puis c'est ce qui semble être arrivé Ben là, oui, dans mais dans ce cas-ci. C'est 20 personnes qui ont perdu la vie là, depuis 10 ans là, sur la route de la 50. Donc puis il y a eu des propositions répétées là, depuis 2017, entre autres la MRC d'Argenteuil, les élus sur place qui adoptent résolution sur résolution. Ça fait 8 de suite, la dernière au mois d'avril dernier, avril 2024, qui a été adoptée. Mais c'est pour ça que quand Stephen Guilbeault était sorti en disant là, on peut plus améliorer les routes, on peut plus améliorer rien du réseau routier parce qu'il faut garder le réseau routier actuel parce que ça coûte trop cher, j'avais réagi vivement en disant non, il reste plein d'autoroutes dangereuses qui sont à moitié faites. On peut pas dire on arrête comme ça. Là, le réseau tel qu'il est, le changement climatique, on arrête tout. Il faut continuer d'améliorer surtout les segments à haut potentiel de danger. Résumer l'actualité. Le monde. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.